Zoul, Flaoun, Salam. Bonsoir à tous, on se retrouve pour reparler de cette journée de Coupe d'Afrique et du prochain match. Monsieur, on va en reparler demain plus longuement de l'avant-match Algérie-Burkina Faso. On va parler du Cap-Vert qui s'est imposé aujourd'hui et on va parler aussi du Sénégal et du Cameroun qui est pour moi un autre très bon match qu'il faut souligner. Donc avant de commencer le débrief et l'analyse, n'oubliez pas de liker au maximum la vidéo. On va commencer par le Cap-Vert. Moi je pense que cette victoire du Cap-Vert face au Mozambique, ça prouve que c'était pas une surprise leur victoire face au Ghana et que le Cap-Vert, quand j'ai vu Bébé, le buteur qui a marqué un but presque du milieu de terrain, une frappe monumentale, et le troisième but aussi, c'est une frappe monumentale, deux très beaux buts. Bébé, je l'ai rappelé sur une story sur Instagram que c'était quand même un joueur qu'on avait suivi quand il était que ceux qui suivent un petit peu la Liga le connaissent, puisqu'il était à Eibar dans les meilleures années d'Eibar entre 2015 et 2018, une période où Eibar était quand même une sacrée bonne équipe, l'une des plus séduisantes d'Europe, avec Mendilibar, l'entraîneur qui a gagné l'Europa League l'année passée avec Séville, et ça battait le Real Madrid 3-0, ça faisait des matchs monumentaux, 4-0 face à l'Atlético Madrid, il était l'un des joueurs clés, il est passé par Manchester United en 2012, ils l'ont recruté, il a eu une certaine blessure au mollet, une pubalgie, il n'a pas pu s'exploser, et devenir le joueur qu'il aurait pu être. Il est passé au Rayo après, mais pour moi c'était assez intéressant de le voir comme ça avec son équipe du Cap-Vert qui joue un beau football, qui met du rythme, qui met de l'intensité et qui surtout physiquement est là. Quand tu vois le match était assez tôt, et ben ils ont quand même réussi à mettre de l'impact, à faire asphyxier une équipe du Mozambique qui n'a pas pu, comme face à l'Égypte, s'en sortir grâce à quand même à quelques ballons qu'ils auraient pu chipper. Là, ils ont été asphyxiés. Et au-delà de ça, quand tu vois les buts, c'est assez monstrueux. Le premier but, c'est un coup franc monumental. Et donc, c'est assez intéressant de voir que cette Coupe d'Afrique nous propose ce genre de but, ce genre de match. 3 buts par match. On a vu aujourd'hui 3 buts dans le premier match et 3 buts dans le deuxième match. Donc, le premier match, le Cap-Vert qui confirme et le Mozambique, c'est quand même un résultat qui va faire plaisir aux Égyptiens et qui va aussi peut-être faire plaisir au Ghana. Ce groupe-là, Cap-Vert, Ghana, Égypte, même Mozambique, personne n'est éliminé. Le Cap-Vert est qualifié. C'est la seule qui est qualifiée pour le moment. Mais on aura certainement un meilleur troisième de ce groupe. Certainement, il y aura un meilleur troisième de ce groupe. Le deuxième match, le Sénégal qui continue à faire mal au Cameroun avec 3 buts à 1. C'est pour moi un très bon match. On a vu un match où en premier mi-temps, le Sénégal était le maître à jouer. Ils ont mené. En deuxième mi-temps, ils ont mis le deuxième but, mais le Cameroun est revenu à 2-1 et le Cameroun méritait même d'égaliser dans les 10 dernières minutes. Le Cameroun méritait amplement d'égaliser. Et t'as ce dernier but de Sadio Mané. Mais au-delà de ça, on voit une équipe du Sénégal beaucoup mieux que quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique au Cameroun. Hein. Et c'est un petit peu visible aussi que cette Coupe d'Afrique est beaucoup mieux que la Coupe d'Afrique au Cameroun. Que ce soit des pelouses, on voit une meilleure qualité de pelouse, on voit du jeu et une équipe du Sénégal plus épanouie, plus libérée. Je pense que ça se voit comme au premier match et comme au deuxième match et même en Coupe du Monde, que la victoire en Coupe d'Afrique les a libérés d'un poids énorme, un poids générationnel. C'était un poids qu'avaient les Sénégalais depuis des années avec El Hadji Diouf, Aliou Cissé et Habib Beye. Ils avaient ce poids-là de gagner ce titre et d'avoir des générations, et même la génération qu'on vient de citer là était l'une des top générations africaines de l'histoire du football africain avec cette Coupe du Monde 2002 monumentale, historique, mais ils gagnaient jamais rien. Donc ils avaient ce poids sur leurs épaules. En 2019, on leur prend le titre en finale, alors qu'ils le méritaient peut-être autant que nous. Et en 2021, quand ils le gagnent, c'était très poussif. Dans tous les matchs, ça a été poussif. En finale, ils le gagnent au tir au but. Donc, ils n'ont pas dominé. Au final, on se rappelle, Mané rate un penalty face à l'Égypte. Donc, mais depuis qu'ils le gagnent, ils ont gagné ce titre, c'est plus la même équipe. C'est le Sénégal. Ils jouent sans penser que, si on perd, on gagne. C'est bon, on l'a gagné.
on va peut-être maintenant le gagner 2 fois, 3 fois. La première, la plus dure dans toutes les compétitions. On l'a vu avec Chelsea en Champions League, on l'a vu avec Manchester United, on le voit avec le PSG. Ça parle de gagner le premier titre majeur de ton équipe. Et ils l'ont fait, et on voit, c'est pas le même Sadio Mané, c'est pas le même Koulibaly avec la sélection. Donc pour moi, le Sénégal, je l'ai mis. Le Sénégal, c'est l'un des favoris. Et c'est des conditions qu'ils maîtrisent. Malgré que même eux, ils ont critiqué les conditions climatiques. Mais à 15h, tu gagnes 3-0. Tu joues à 18h, tu gagnes 3-1. Maintenant, on va voir avec qui ils vont tomber après. Le Cameroun, il y a un fossé générationnel terrible au Cameroun. Ce qu'on avait dit avec le Sénégal, c'est que c'est le Sénégal, ils ont quand même eu une génération dorée. C'est pas le cas du Cameroun. Le Cameroun, on a l'impression que depuis le départ de cette génération, même quand ils ont gagné la CAN avec Mokonjo et tout, où ils avaient une équipe assez bonne. Mais depuis 2017, le Cameroun sombre totalement. Voilà, ils ont certaines individualités, Ekambi, Choupo-Moting, Aboubakar, mais c'est vieillissant, c'est plus dans le temps ils ont un problème d'entraîneur, ils ont un problème avec le sélectionneur, ils ont un problème, je pense, à l'intérieur même de leur équipe et de leur staff. Parce que le Cameroun peut jouer mieux, on l'a vu en deuxième mi-temps, ils ont joué mieux, ils ont proposé plus de choses, mais dans la réaction, pas dans l'action, c'est-à-dire qu'ils étaient menés, ils devaient proposer quelque chose et ils l'ont fait, mais dès le début du match, ils l'ont pas fait, parce qu'ils ne pouvaient pas peut-être le faire, et ça c'est assez intéressant. Pour moi, le Cameroun, je les mettais pas dans les favoris, ni même dans des équipes qui peuvent aller au bout. Ils ont toujours le destin entre leurs mains. S'ils gagnent le dernier match, ils peuvent aller chercher quelque chose. Mais est-ce que quand on voit leur niveau technique et leur niveau d'individualité, est-ce qu'ils sont capables d'aller défier le Maroc, d'aller défier même des équipes comme on a vu hier l'Égypte, le Ghana? Je pense pas. Ils ont même pas le niveau d'être là. Donc ça, c'est assez intéressant de le signaler. Un très bon match. Voilà. On se régale. C'est l'une des meilleures Coupes d'Afrique que j'ai vues depuis, je pense, depuis des années. Hein. C'est une Coupe d'Afrique alléchante. Depuis 2019, on a vu une bonne Coupe du Monde. Pas parce qu'on l'a gagné, mais il y avait 2 bons matchs. Là, on assiste à des matchs où il y a des rebondissements et il y a des buts. Et c'est ça qui est intéressant. Demain, on va jouer face au Burkina Faso. On doit se rendre à l'évidence que ça va pas être facile. L'horaire, déjà, ne va pas nous aider. La température et tout. Il y a beaucoup de sceptiques autour de ce match-là, mais je vais pas parler des changements que va faire Belmadi avec le retour d'Amoura et tout. Ça, on va parler de ça demain, quand on va parler de ce match-là précisément. Mais je veux juste parler d'un sujet qui est en relation avec l'équipe nationale, c'est Mahrez. La critique qu'il y a autour de Riyad Mahrez, elle dépasse pour moi l'entendement. Et c'est là où je rejoins, c'est l'un des sujets. Belmadi, on le critique, on a critiqué souvent sur ses choix, sur amener des joueurs qui n'ont pas le niveau physique. Mais où je le rejoins, c'est sur les gens qui critiquent Mahrez. Que sur ce match-là, face par exemple à l'Angola et même avant, on critiquait Mahrez. C'est pas Mahrez de Manchester City. Et là où je rejoins Belmadi, c'est qu'il a dit en conférence de presse, c'est que cette critique qu'il y a à Riyad, elle existe depuis que Mahrez joue avec l'équipe nationale. En 2019, avant la demi-finale face au Nigeria, Mahrez était critiqué comme si c'était le maillon faible de l'équipe par beaucoup de personnes. On se rappelle tous d'un certain Ali Benchir qui disait que c'était un joueur normal, Laïb Adi. Et tout le monde disait que c'était un joueur normal, il faisait rien de spectaculaire. Alors que c'était le maître à jouer de l'équipe nationale, qu'on le veuille ou non. C'était l'homme fort de l'équipe nationale en 2019. Et même avant, il était de cette nouvelle génération. Donc la critique pour Mahrez, c'est le meilleur joueur. C'est comme Ziyech avec le Maroc. Avant la CAN, pendant la Coupe du Monde, il y avait un certain problème énorme entre Halil Rosic et Hakim Ziyech. Donc le joueur phare est toujours celui qui est critiqué. Demain, le Portugal ne gagne pas, c'est Cristiano Ronaldo qui sera critiqué. Mais si l'Argentine passe à côté, alors que c'est le seul joueur qui fait des choses en Argentine, il était critiqué. Donc le meilleur joueur de l'équipe va être critiqué, il va prendre cher. Mais des gens qui pensent qu'il faut mettre Mahrez sur le banc, moi je comprends pas.
Je pense que c'est un problème collectif, c'est pas un problème individuel. Et c'est ça le problème, c'est qu'on se dit qu'il faut changer du poste pour poste. Du poste pour poste ne va rien rapporter. Le poste pour poste ne va rien rapporter. Si la dynamique globale et la dynamique de tout l'effectif se mettent en marche et que chacun se remette à la page et se dise voilà, on a foiré, on n'est pas bien rentré, là on doit être collectif, on doit être soudé, on doit être compact et on doit aller chercher la victoire ensemble. Là ça va marcher. Mais si tu retires Mahrez, si tu retires Mahrez, au mental pour les joueurs, on a vu Salah, on a vu un certain commentateur de Beansport, hein, Obaba, qu'on est avec sa façon de crier les buts, alors que côté football, c'est quand même quelqu'un qui est toujours à côté de la plaque, qui dit tout et son contraire. Tout et son contraire. Quand tu l'écoutes, il dit tout et son contraire. Il a dit, après le match de l'Égypte face au Ghana, il a dit que le fait que Salah est sorti, ça a permis à tous les autres de s'épanouir, et Marmouche et Mustafa Mohamed. Donc, en quelque sorte, il sous-entend que il faut sortir Mahrez pour que les autres s'épanouissent. Mais je vais juste lui poser une question, et poser une question à tous qui pensent comme ça, que l'Égypte, on a vu, c'est le meilleur exemple. Tu retires Mahrez, les autres s'épanouissent. Tu retires Salah, les autres s'épanouissent. Si Mohamed Salah n'est pas blessé, est-ce qu'il sort? Il sort jamais. Mohamed Salah a été critiqué en Égypte parce qu'il n'est pas parti en Coupe du Monde. Ok? Mohamed Salah a été critiqué alors que c'est le meilleur joueur égyptien. Peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Égypte. Peut-être le meilleur joueur de l'histoire de l'Égypte. Il n'a pas gagné beaucoup de cas comme Abou Trika et tout, mais individuellement, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Ce qui fait Salah à Liverpool, c'est pas normal ce que fait Mohamed Salah à Liverpool. C'est pas parce que c'est normal, parce que on le voit quotidiennement. Quand il va arrêter, on va se dire mais comment il a fait ça? Donc ce n'est pas quand quelque chose arrive, on dit oui, mais s'il n'est pas blessé, il ne sort pas, alors qu'il est critiqué. Donc pour moi, je pense que toute cette critique autour de Mahrez, elle n'est pas logique. Elle n'est pas vraiment logique. Il y a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus grands. Mais vu que c'est la star de l'équipe, c'est le plus grand nom et tout, il est cité. Et je veux juste pas. Pourquoi je prends la défense de Mahrez? Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelques semaines, j'étais le premier ici à dire qu'il ne méritait pas le ballon d'or africain. Et pendant que tout le monde, toute la presse, tous les journalistes, tous ceux là qui disent « Ah, il ne faut pas qu'il joue titulaire », tous les Algériens disaient « Mahrez doit gagner le ballon d'or africain ». Donc comment, du jour au lendemain, tu me dis qu'il ne doit pas jouer titulaire? Tu me dis qu'il est ballon d'or africain, pour toi, et tu me dis qu'il ne doit pas jouer titulaire. Ouais, c'est quoi cette logique? C'est comme si tu me disais Messi c'est le meilleur joueur du monde, mais il ne doit pas jouer titulaire. C'est pas normal. Donc moi, je suis logique. J'ai dit qu'il ne méritait pas le ballon d'or africain. Donc si tu parles de ce postulat, tu peux le critiquer. Tu peux dire qu'il ne peut pas jouer, qu'il doit sortir, qu'il doit laisser sa place, que Ed Mounès doit jouer. Ed Mounès doit jouer. Oui. Mais il y a d'autres joueurs qui ne sont pas parés physiquement, comme Mahrez. Il y a Belaïli qui n'est pas critiqué. Il a joué 20 minutes. Ah, il a bien joué. Il a joué 20 minutes. Quand tu vois la Guinée équatoriale à 15h, comment ils ont joué 90 minutes, le Sénégal, le Maroc, comment ça jouait, ça roulait comme un rouleau compresseur. Nous, on félicite un joueur qui a joué 20 minutes. À un certain moment, il faut redescendre sur terre et regarder les matchs. Regardez justement les matchs. Voilà. C'est juste pour ça. Moi, je ne comprends pas comment. Tu me dis que ce joueur-là, c'est le ballon d'or africain. Il faut lui donner le ballon d'or africain. Si tu ne lui donnes pas le ballon d'or africain, c'est du vol. Et le lendemain, tu me dis qu'il ne doit pas jouer titulaire. Il doit sortir pour que quelqu'un d'autre qui est jeune, qui est bien au départ. Pour moi, ce truc-là sur Mahrez me fascine. Parce que ça démontre notre hypocrisie et ça démontre le manque de connaissances footballistiques qu'on peut avoir et qu'on saute du coq à l'âne. Voilà, ah, il a dit comme ça, donc c'est comme ça. Ah, il a dit comme ça, donc c'est comme ça. Non, c'est pas le cas. En tous les cas, c'était assez intéressant de reparler de ça. Je voulais parler de ce sujet-là juste avant demain, parce que demain, c'est la vie ou la mort pour la sélection. On doit éviter le pire, c'est-à-dire qu'on doit gagner. Si on ne gagne pas, on ne doit pas perdre. Il faut éviter le pire demain. Mais il faut gagner, il faut aller pour gagner. Face au Burkina Faso, une équipe qui sera faite pour nous gêner. On va en reparler demain dans une vidéo spéciale qui va sortir sur cette chaîne, bien évidemment, le matin. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à bientôt.